Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Servir son pays et mourir dans la précarité totale sous le regard indifférent, voire moqueur des autorités de ce pays, s'indignait la nouvelle expression dans sa parution du jour. Tato Eta Stephen, capitaine emblématique des Lions indomptables, de l'épopée mondiale italien 90 et 2 ans plus tôt champion d'Afrique au Maroc en 1988, s'en est allé le 31 juillet dernier après plusieurs mois de maladie. Situation similaire dans le monde artistique, Louise Koubinam Guéalarou de son nom de scène, une des plus talentueuses de sa génération, quittera définitivement la scène le 14 juin 2020. Après plus d'une année de souffrance, de combat avec la maladie. Malgré les amputations de la jambe gauche en octobre 2019 et de la jambe droite en janvier 2020. Dans un cas comme dans l'autre, le dénuement total reste le dénominateur commun. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Sportifs, artistes, musiciens, comment éviter une fin dans le dénuement? C'est une question. Pour tenter de répondre à celle-ci, nous avons invité en plateau, je vais commencer par lui, c'est toujours un plaisir de l'avoir. Serge Pincy, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge-Alain et bonsoir à tout le monde. Voilà. Ouais, je voudrais, c'est une chose que je ne fais pas généralement. Oui. Je voudrais saluer une entrepreneur. Oui. On l'appelle communément Machan, parce qu'elle est de Champ. Oui. C'est elle qui nous fait à manger au lieu, là où on travaille, à Sable, au lieu d'y en Trimbo. Oui. Je voudrais la saluer ici. Elle m'a dit qu'aujourd'hui qu'elle va regarder l'émission. Et je la salue. Machan, bonsoir. Voilà. Vous êtes spécialisé dans les questions de sport, hein? Oui, question de sport, mais pas seulement question de sport. On peut parler de tout. Vous savez que le sport, c'est pas seulement le jeu. Et le sport engendre tout, le marketing, politique, social, finance et tout. Donc, on peut parler de tout. Voilà. La seule dame sur ce plateau, Docteur Simon, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir aux copanélistes. C'est un plaisir, comme d'habitude, d'être là. Et j'espère que la casquette de sociologue va beaucoup plus intervenir dans cette partie aujourd'hui. Voilà. À côté de vous, Émile Milanguet, bonsoir, bienvenue. La première fois. Bonsoir Serge-Alain. Il faut dire que c'est la première fois parce que on a pris langue plusieurs fois, mais ça n'a décidément pas été possible à la dernière minute. Mais ça tombe bien, non? Ça tombe bien parce que c'est peut-être la thématique qu'il fallait pour que nous puissions être là aujourd'hui. Bonsoir à Serge-Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, surtout d'Equinox ce soir, et bonsoir à mes copanélistes. Voilà, Charles Dicam, bonsoir, bienvenue une fois de plus. Bonsoir Serge-Alain Autou, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox TV. Voilà. Est-ce que nous allons dire bonsoir également parce qu'il est avec nous depuis Montréal au Canada. Voilà, il est là. Edmond Faustin Tala, DJ Jeff, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à tout le panel. Merci de me faire cet honneur et j'espère que nous allons, n'est-ce pas, faire une bonne émission, car pour moi c'est une première. Voilà, vous êtes à Montréal au Canada, je commence par vous. Quand vous regardez, vous observez la longue liste des artistes, on reste dans votre domaine d'abord, la longue liste des artistes qui tombent, on va le dire comme ça. On a souvent vu avant, on demande de cotiser pour leur venir en aide. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Qu'est-ce que ça m'inspire? De la pitié. Pourtant, un artiste ne devrait pas faire pitié. Collecter des fonds à chaque fois pour s'occuper d'un artiste qui pourtant devrait vivre de son art, oui, ça m'inspire de la pitié. Mais qu'est-ce que je vais ajouter dessus? C'est de dire que ceux qui font cette collecte sont ceux-là même qui aiment la culture de chez nous. Et oui, on prendra ça dans le bon sens. On enlèvera dans le mot pitié et dire que les Camerounais aiment leurs artistes et quand ils se trouvent dans, permettez-moi l'expression, dans des salles rats, ils leur viennent au secours.
DJ Tefsal, je reste avec vous. Vous-même, vous avez dit que l'artiste doit vivre de son art. On se souvient qu'il y a quelques mois, au lendemain de la présidentielle, certains Camerounais ont empêché les artistes de se produire de ce côté-là. On est bien surpris, hein? C'est de ça qu'ils vivent, les artistes. Écoutez, vous faites bien de ramener ça sur le plateau. Si nous, il y a de cela 2 ans aujourd'hui, parce que ce que vous faites allusion, c'est passé en 2018, au lendemain des élections. Si on avait dit que les artistes ne devraient pas se produire justement dans la diaspora, on parlait, moi personnellement, je ne parlais pas du sabotage, je parlais de boycott. Boycott pour moi qui signifie que si un artiste, puisque vous parlez d'elle aujourd'hui, paix à son âme, si une Nguéa Laroute, si elle était dans la liste de ces artistes à l'époque, si Nguéa Laroute était donc allée prester aux côtés de ceux-là qui malmènent leurs droits, alors nous en Occident, on l'aurait, n'est-ce pas saboté, mais boycotté. C'est quoi un boycottage? C'est que moi je reste chez moi, je dis à mon voisin, on n'y va pas. Dans une salle de 100 personnes, vous vous retrouvez à 2, je ne pense pas que le promoteur vous appelle à nous. Donc pourquoi moi personnellement, pourquoi j'étais entré dans ça? Parce que je voulais faire savoir aux artistes que il ne faut pas qu'ils soient une serpillière, pardonnez l'expression serpillière, ou c'est quand on a besoin d'eux qu'on les appelle au secours. Avant qu'ils n'aillent jouer ce jour-là pour chacun, enfin, ne cachons pas les mots, quand ils sont allés jouer pour le parti RDPC, moi j'aime dire les choses telles que je les vois, je les avais vus avant, devant, permettez l'expression, la grande radio CRTV, où ils pleuraient, où il n'y avait pas d'argent pour les enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école, et puis les droits d'auteur n'étaient pas tombés, et voir les mêmes artistes qui avaient pleuré ce jour-là, aller soutenir donc les campagnes de leur gourou, permettez l'expression. C'est ça qui m'a moi révolté, puisque je suis avec eux depuis des années. On roule notre boss ensemble, voilà ce qui m'a révolté. Donc je dis qu'un artiste, quand il compose, il ne va pas pour mendier, il compose, il utilise sa tête, il utilise ce que Dieu lui a donné, l'inspiration, parce qu'il veut vivre de ça. Et quand vous voyez des personnes qui n'ont rien à faire avec ce domaine-là, qui se servent de ce domaine-là pour vous malmener, réveillez-vous. Mettez-vous sur votre 31 pour défendre vos droits. Voilà c'est pourquoi nous autres, nous sommes sur le plateau aujourd'hui pour décrier une maman Nguéa, paix à son âme, qui meurt et qu'il faut faire des collectes pour une star qui a eu autant de réussite dans sa carrière musicale. C'est un honneur puisqu'on aimait la maman. Mais c'est déplorable à la fin de voir comment la vie d'une artiste comme celle-là peut finir, quoi. Merci Didier Tef, on revient à vous dans un instant. On va d'abord rester dans le domaine de la musique. Émile Milanguer, on a dit, l'artiste, on sait que très souvent c'est des fortes sommes pour les spectacles. Mais quand on en vient à la fin à faire des collectes, c'est quoi le problème? Je voudrais d'abord dire qu'il y a au Cameroun comme une espèce de délécation morose lorsque le misérabilisme de l'artiste est poussé à son paroxysme. C'est comme si les uns et les autres essayent de s'en contenter, un peu comme une façon de dire qu'on voudrait tirer tout le monde vers le bas. Oui. Une façon de dire que, bon, mais il pensait peut-être qu'il est déjà arrivé, voici aujourd'hui qu'il est venu nous retrouver dans la galère. Donc je pense quelque part qu'il faudrait qu'on soit quelque peu sérieux. Tous les citoyens d'une nation sont importants, chacun dans le domaine qui est le sien, mais ne pas reconnaître que les gens qui portent le flambeau du Cameroun très haut méritent quand même une certaine reconnaissance. Il y a problème quelque part. Problème, c'est vrai, eux-mêmes ont une part de responsabilité parce que chacun, lorsqu'il fait son travail et gagne son argent, devrait quand même s'organiser de façon à ce qu'il puisse vivre d'une manière certaine à ses vieux jours. Mais de l'autre côté, il faut également savoir que les artistes qui sont paupérisés ça et là, cela part de ce que il n'existe presque pas une politique culturelle au Cameroun. Je pense quelque part qu'il faut un statut pour l'artiste, parce que j'ai suivi le compatriote qui est du côté du Canada dire un certain nombre de choses. C'est de son droit. Mais dire que les artistes gagnent beaucoup d'argent et à la fin, ils demandent de l'aumône pour se faire soigner, je pense déjà que ne prenons pas les exceptions pour la règle, parce que nous savons qu'il y a plein d'artistes qui roulent vraiment carrosse, qui se sont véritablement organisés dans toutes les professions du monde entier, parmi même les hommes d'affaires milliardaires. On a vu des gens qui ont roulé dans des milliards et plus tard, qui se retrouvent en train de marcher à genoux. Permettez-moi un peu d'expression. Tout peut s'écrouler, peut-être d'un procès. Peut s'écrouler. Un procès et tout s'écroule. Tout à fait. Donc à partir de là, je pense quelque part qu'il faudrait déjà commencer à reconnaître que lorsque
l'artiste est en détresse. Parce que parlons un peu du cas de Maman Guéa, parce qu'elle a été citée énormément. Oui. J'aimerais quand même dire que pensez aujourd'hui que Guéa Laroute, que nous avons adulé à ces derniers jours, elle s'est assise, elle a attendu un panier dehors pour demander le monde. Guéa Laroute souffrait d'une maladie qu'on appelle le diabète. Elle a lutté contre ce diabète pendant 14 ans. Personne ne l'a jamais su. Personne n'est jamais venu en aide. Maintenant, la maladie a atteint une phase suffisamment compliquée et elle n'avait plus les moyens de pouvoir se soigner. Maintenant, demander aux uns aux autres de pouvoir venir au secours de Maman Guéa, je ne pense pas que ce soit quelque chose de criard. Sauf que cela a été stigmatisé, cela a été animalisé, même chosifié à la limite. Je pense que c'est les acteurs tout autour qui ont essayé d'amplifier un peu cette situation, essayer de présenter un peu l'artiste dans un côté très dévalorisant. Même si le comportement de l'artiste lui-même à longueur d'année n'est pas très amélioratif, mais passer toujours dans le sens péjoratif, on a comme l'impression que lorsque l'artiste fait des succès, lorsqu'il nous fait danser un peu partout, parce que n'oublions pas, autant tous les autres domaines de la vie sont importants, l'artiste quand même exerce un métier, il produit de la musique. Et rien aujourd'hui ne se fait sans musique. Même dans cette chaîne de télévision que nous sommes, dans laquelle nous sommes en train de parler en ce moment, s'il n'y a pas de musique, que tout s'arrête. Dans les films, il faut la musique. Dans tout ce qu'on fait, il faut nécessairement de la musique. Alors, il faudrait quand même qu'on puisse avoir un peu de respect, de considération pour les artistes, en commençant d'abord par les autorités républicaines. Voilà. On se pose quand même une question. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas définir une politique culturelle digne de ce nom? Par le passé, on est passé par le compte d'affectation, où on mettait quand même, où le Cameroun était presque le seul pays dans le monde, où le gouvernement mettait 1 milliard de francs CFA pour soutenir la politique culturelle. Mais en ce moment, aucun artiste ne recevait rien du tout. Aujourd'hui même, ça a été supprimé, on est passé plutôt à autre chose. C'est pour dire dans le Cameroun, on a supprimé parce qu'avant on était le seul pays, on est redevenu comme les autres. Pas exactement, on est passé plutôt à une autre phase, une autre manière de voir. Oui. Je pense quelque part qu'il est peut-être plus important qu'on mobilise beaucoup d'argent et que les gens s'engraissent autour de cet argent qui ne leur appartient pas et se moquent plutôt de l'artiste qui devrait avoir cet argent. Regardez le piratage des œuvres de l'esprit, par exemple, qu'on appelle vulgairement la piraterie, parce que la piraterie, c'est en haute mer. Oui, en haute mer. Le piratage des œuvres de l'esprit, ça se fait au vu au su de tout le monde, alors que c'est de la contrefaçon qui est quand même réprimée par les lois camerounaises. C'est comme si on demandait à l'artiste de ça de lui-même. Certains souvent ça au niveau du coût de la vie, ils disent que bon, c'est moins cher. Ça coûte cher un DVD. C'est un peu amusant parce que ça m'écoeure. Parce que de toute autre casquette, vous savez quand même que je suis producteur, c'est-à-dire celui qui investit de l'argent. Je suis manager, c'est-à-dire celui qui encadre les artistes, et je suis moi-même artiste musicien. Donc c'est un peu un milieu que je connais particulièrement, et j'en ai souffert du cheveu jusqu'à l'ongle. Voilà, on va revenir à vous. Je vais rester de ce côté droit. Docteur Simon, il a parlé, l'artiste, Émile Mlangué a parlé d'absence d'une véritable politique culturelle au Cameroun. Il a aussi dit quelque part que les artistes devraient s'organiser. C'est vrai, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, mais permettez-moi de faire un petit glissement de casquette par rapport à ce que le confrère venait de souligner. Parce que dans ses propos, quand même, il faut relever des contradictions, ça il faut le dire. En même temps, il vous dit, et ça vous l'aviez répété, que l'artiste devrait vivre de son art. Mais en même temps, il vous dit, des artistes sont venus prester et on s'est mis dans l'obligation de les empêcher et de boycotter, pour utiliser son thème. Non, mais c'est gravissime, ça il faut le dire. Parce qu'en principe, l'artiste, c'est celui-là qui a produit son œuvre et qui est là pour la vendre. Son objectif, c'est vendre son œuvre. Quel que soit, c'est-à-dire, il n'est pas là pour regarder qui achète l'œuvre. Du moment où l'acheteur a fixé un prix acceptable et raisonnable, je crois que chaque artiste, il produise pour ça. Sinon, les producteurs ne mettront pas tant d'argent. Lorsque quelqu'un vous dit, OK, venez vous produire chez moi, je vous donnerai ci ou ça. Du moment où le paquet est
considérable et acceptable, je ne trouve pas de raison pour lesquelles l'artiste ne devrait pas prester. Parce que c'est pour ça. D'ailleurs, c'est de ça qu'il vit. Donc, c'est l'une des choses déjà très graves qu'ils ont pu commettre à une certaine période. Je ne sais déjà pas pourquoi, mais c'est des actions qu'il faut dénoncer et il faudrait que de tels comportements ne se produisent plus. Parce qu'il y a une période très délicate pour les artistes où ils n'arrivaient pas à s'exprimer sur les scènes parce qu'on disait de tel bord. Non, vraiment, l'artiste, c'est celui-là qui est neutre. Quand il chante, il est neutre. Et sa chanson peut plaire à tous les bords, politiques, religieux ou tout. Donc du moment où un bord l'appelle et qu'il le cachait, comme ils aiment souvent le dire, voilà, c'est l'expression. Le gombo, le cachet est assuré. Ah, le gombo, c'est voilà. Ça, c'est le gombo. Oui. Ok, du moment où le gombo est assuré, oui. je ne trouve pas de raison à ne pas prester. Donc c'est une erreur qu'ils ont commis à empêcher certains artistes de pouvoir se mouvoir pendant cette période. Ouais. Maintenant, si vous me permettez, revenir un peu à la question, surtout de Maman Guéa, vous aviez parlé. Il est important également de savoir que ce soit les sportifs, les musiciens, il y a un problème d'organisation. Personnel. Ça, il faut le dire, il y a un problème d'organisation. Et ce problème d'organisation est double. Oui. D'abord personnel et après hiérarchique ou administrative, si vous voulez. L'État. Oui, l'État. Et la première organisation qui est personnelle est indispensable et détermine l'organisation étatique. Ça, ne nous trompons pas là-dessus. Parce qu'à un moment, on va les entendre dire qu'ils constituent un groupe. Mais quand vous observez les artistes, prenons le cas des artistes camerounais, j'ai bien peur, selon la définition même du groupe, ils n'en sont pas. Ils n'en sont pas. Parce que déjà, entre eux, il y a une division totale. Il n'y a pas d'entente. Vous vous souvenez, à un moment, on se retrouvait à 3 maisons, 4 maisons de disques, où des réunions se passaient de X à Y, sans que les uns ne se rendent compte. C'est-à-dire, pendant qu'ils se trouvent, par exemple, à Fumban, on vous dit non, on est en train de faire une réunion à Yaoundé, et après on vous dit... Bangui. Je prends des exemples. Non, vous avez dit, moi je vous donne les noms. Hein. Voilà. On était en Bangui aussi. Donc, voilà, à Bangui aussi. Oui. On vous dit non, il y a une autre à Yaoundé, il y a ci, il y a ça. Ça traduit déjà un déséquilibre au niveau même du groupe. Et lorsque le groupe est déséquilibré, rassurez-vous, la dynamique du groupe ne peut pas s'impulser. C'est de ça qu'il est question. Okay. Par contre, lorsqu'un groupe est soudé, automatiquement, les acteurs qui devraient y intervenir se jettent à l'eau et les accompagnent. D'abord, Charles on commence par ce souci-là. Voilà, d'abord Charles Dicam, on va terminer avec cette spécie. Sur cette question, c'est quoi les artistes? Je voudrais reprendre. Vous voulez également répondre à DJ? Je vais rebondir parce que je crois qu'on a une perception différente de ce que ce monsieur a dit. Oui. J'ai cru comprendre qu'il avait parlé de boycott. TF. Oui, j'ai cru entendre parler de boycott. Le boycott, c'est un droit. Je décide de ne pas aller à un spectacle. Charles, oui. Je vous arrête là, boycott. Et si on boycotte, la salle sera vide. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas l'artiste qui boycotte. Non, je dis bien, je suis libre, moi, de dire je n'irai pas voir votre spectacle et de demander à mon ami à côté de moi de ne pas aller le voir non plus et de lui en exposer les raisons. Ça, c'est un boycott. Ce n'est pas une obligation. Cette salle, on paye. Maintenant, les autres, Basse et autres, qui se sont organisés... Vous avez vu les images? Non, je reste dans le cas que lui, il a cité. Oui. Apparemment, il s'est départi de ces autres qui empêchaient les gens d'entrer dans les salles de spectacle. C'est de ça qu'il était question. Maintenant, je reviens sur autre chose. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Je renchéris sur ce que dit la dame. Oui. S'il y a des soucis chez moi, au sein de ma famille, un ami peut venir m'aider, mais s'il n'y a pas de volonté entre mon épouse, moi-même et mes enfants de faire bloc, il sera difficile que nous obtenions autre chose d'un tiers, qui plus est de l'État. Qui plus est de l'État dans le pays que nous connaissons. Ou même quand c'est organisé, c'est compliqué. Donc, on parlera tout à l'heure sans doute du sport. Je dis aussi que l'accompagnement, au-delà de cette organisation, devrait se faire autrement. Comme on le fait, on essaie de le faire sous d'autres cieux pour les sportifs de haut niveau. On en a vu partout, pas seulement au Cameroun, qui ont gagné 20-30 millions par mois, qui, une fois que leur activité s'est arrêtée, n'ayant pas su quoi faire de leur argent, se retrouvent 10 ans plus tard paupérisés. Donc, il faut un peu d'école. Je continue de dire qu'en toute matière, il faut une base. Et la base, elle commence par là. J'ai dit tout à l'heure à Ebim, un procès, et vous perdez tout. Oui, mais même le procès, pour le comprendre, il faut déjà avoir été à l'école. Oui. Voilà. Au-delà de la guitare, au-delà du ballon ou de basket, il faut savoir
qu'on vit dans un environnement et cet environnement-là a des codes et que pour pouvoir perpétuer, il faut investir. Ok. Voilà. Ça se passe sur cette situation des artistes, manque d'organisation, il y a la société qui leur fait souvent ce procès-là, qu'ils n'ont pas suffisamment organisé leur période de gloire. Voilà. Non, je ne suis pas tout d'accord avec eux. Les maçons vont dire quoi? La Bayam Selam va dire quoi? Je ne suis pas artiste. Je crois que c'est un rôle régalien de l'État de d'abord organiser la couverture sociale de tout le monde, pas seulement des travailleurs, parce que jusqu'en 2014, c'était seulement les travailleurs qui étaient gérés par la CNPS au Cameroun. La CNPS qui est la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il faut trouver des moyens pour créer un environnement pour tout le monde, les artistes, les Bayam Selam, les maçons, tout le monde. Il y a aujourd'hui au sein... Assurance universelle? Oui, aujourd'hui il y a une certaine assurance volontaire. Mais je dis toujours, chez nous, on n'est pas reçu, on ne fait pas des études, on fait du copier-coller. Est-ce que cette assurance volontaire qui existe aujourd'hui, on peut l'implémenter chez nous? Est-ce qu'elle a de la place chez nous? Parce que j'ai lu là que même les étudiants à partir de 14 ans peuvent la souscrire. Ce qui me semble pas normal, parce qu'un élève ou un étudiant, d'où viennent ses revenus, sur quelle base il va contribuer à couvrir, à penser déjà à son avenir. Donc, moi je pense, dans un premier temps, il faut que l'État crée un environnement où chacun pourra se retrouver. Maintenant, l'organisation personnelle, vous savez que la consommation est fonction du revenu. Donc aujourd'hui, tout le monde qui a un peu fait d'économie au lycée ou quoi, c'est que l'équation, quand on a un revenu, il y a la consommation et l'épargne. Donc c'est là qu'il faut jouer. Parce qu'on n'apprend pas ça à quelqu'un. Même la Bayam Selam sait que quand elle gagne 1000 francs, elle peut consommer 600 et elle va garder 400 francs. Pour gérer, je ne sais pas quoi, un risque inconnu, parce qu'on gère l'inconnu. Donc tout le monde le sait. Maintenant, mais c'est pour là pourquoi on a parlé d'organisation personnelle. Oui, je suis d'accord. Mais le rôle de l'État, c'est de mettre un environnement où les gens, même, on va contraindre les gens à souscrire des assurances. On ne peut pas laisser les gens comme ça, parce que vous prenez, tout à l'heure on va peut-être parler, moi je ne parle pas de Maman Guéa, je prenais peut-être le cas de Tato Stéphane. Attends, Tato, il a fait une Coupe d'Afrique au Maroc, il a fait une Coupe du Monde, 2 Coupes du Monde. Vous savez qu'au Cameroun, quand on va en Coupe du Monde, c'est au moins 30-40 millions pour chaque joueur. Alors vous faites 2 Coupes du Monde. Et ils perçoivent ça? Ils perçoivent ça. Oui, ça arrive. Ils perçoivent. Donc moi, je n'ai pas fait le procès de Tato aujourd'hui, mais quand même, quand tu as 80, 100 millions, un fonctionnaire peut taper 30 ans de service, il n'aura jamais 100 millions une fois. Alors, donc, quand tu as 100 millions, il faut quand même savoir les gérer. Je ne fais pas le procès, mais ils sont beaucoup qui ont eu ces 100 millions, qui ont fait 2, 3, 4 Coupes du Monde. Donc, on va discuter tout à l'heure, mais je pense que le rôle de l'État est prépondérant. L'État doit créer un environnement où on va contraindre les gens à penser à leur avenir après la carrière. Voilà, Didier Teff, vous êtes là toujours. Est-ce que, comme a dit Émile Mlingué d'abord, il y a un problème d'organisation personnelle et aussi le manque d'encadrement par l'État? Oui, on va devenir Émile Mlingué. Oui, je vais faire mienne l'intervention de Serge Pensy. Oui. Parce qu'en toute chose, il faut savoir que lorsqu'un cadre est défini, il détermine même tout le monde à pouvoir le suivre. Parce que ça constitue une espèce de canalisation. Oui. Sinon, même quand bien même vous serez très organisé, vous allez faire une espèce de navigation à vue. Si vous ne savez déjà pas par là où il faut passer, vous pouvez vous tromper de chemin. C'est comme si vous arrivez à un carrefour et vous ne savez pas quelle route il faut prendre. Donc ce que je veux dire ici, c'est... j'ai suivi tout à l'heure avec beaucoup d'attention l'intervention de Didier Teff là-bas. Bon, vraiment, lorsqu'il y a ce type d'intervention,
je n'ai souvent pas l'habitude de beaucoup les commenter parce qu'à un moment, j'ai l'impression qu'on peut être en train de parler des choses qu'on ne connaît pas vraiment. Parce que comme disait Dr Simo tout à l'heure, j'ai noté pas une contradiction, mais plusieurs contradictions à la fois, même si de l'autre côté, on a pensé que nous avons une perception différente de ce qui a été dit tout à l'heure. Non, ça... on va permettre à DJ Tef de peut-être repréciser sa pensée. Voilà, sur ce qui s'est passé avec les artistes. DJ Tef, dites-nous comment vous pouvez empêcher... Bon, vous avez utilisé le terme boycotter, vous avez parlé de boycott. DJ Tef, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 alors que les artistes vivent de leur art? Pourquoi les empêcher? Je vous écoute, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Dites-nous, reprécisez-nous, qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Oui, je voulais dire premièrement, le débat aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas situé au niveau du boycott des artistes, mais vous me l'amenez, on va le faire. Je pense que le débat aujourd'hui, c'est comment faire pour aider nos artistes. Mais puisque vous revenez, madame, vous qui êtes au plateau, vous m'avez dit, oui. Je faisais le pour et le contre. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez pourquoi un artiste peut venir en Occident et être, disons, utiliser le terme boycotté. S'il y avait des salles de spectacle au Cameroun et qu'un artiste camerounais est capable de remplir une salle de spectacle, alors il ne viendrait pas en Occident chercher des petites salles qu'on a ici pour s'en sortir. S'il y avait des gens qui achetaient la musique camerounaise au Cameroun, ça veut dire un CD. Quand un artiste camerounais, parlons encore d'elle, paix à son âme, celle qui est décédée, Maman Guéa est décédée, si on avait acheté les CD de Maman Guéa, qui s'achète, ou même que ses droits d'auteur sont reversés comme ça se doit, je vous dis qu'en Occident, on n'aurait pas trop à leur en vouloir. Mais quand vous vous rendez compte que si un artiste camerounais veut vraiment s'en sortir aujourd'hui, s'il veut construire sa maison, s'il veut aider ses enfants, s'il veut réaliser quelque chose, il faut qu'il fasse quelque chose pour qu'en Occident ça marche. On est, j'ai envie de dire, bien placé pour leur dire, faites un choix. Vous ne pouvez pas faire un choix comme madame disait tout à l'heure. Vous vous faites gronder par quelqu'un parce que cette personne ne respecte même pas votre travail, vous qui êtes artiste, mais cette personne vous appelle parce que vous êtes artiste et que vous voulez faire votre travail, vous courez, mais vous oubliez que hier, cette personne vous a malmené. Nous, en Occident, ça nous révolte de voir des choses comme ça. Autre chose que je voudrais vous dire, vous qui êtes sur le plateau et que vous parlez, non, ce n'est pas le pour et le contre. Si vous voulez savoir quelque chose, la diaspora camerounaise adore ces artistes. La diaspora camerounaise remplit les salles quand on aime un artiste. Les artistes camerounais aujourd'hui, je vais aller de gauche à droite, ne sont plus respectés parce que même l'image qu'ils renvoient, ils ne font plus rêver. Alors nous, en Occident, on a besoin, quand on est en concurrence avec nos frères ivoiriens, sénégalais, gambiens, n'importe quel, il faut qu'on sache dans quelle base, sur quoi on est. Nous sommes avec des gens que nous, on nourrit. Permettez l'expression nourrir, c'est peut-être être gros de dire qu'on nourrit les artistes, mais c'est nous qui remplissons les salles. Voyez-vous, quand quelqu'un prend une salle, comme ceux qui le font en France, pour remplir 3 000, 4 000, voire 5 000, une façon de parler, 5 000 Camerounais dans une salle. L'artiste qui joue là ce jour, je peux vous dire qu'il est content. Il est content parce que son CD ne se vend pas. On a une expression dans le jargon du show aujourd'hui qu'on appelle farotage. Il sait qu'il va rentrer les poches bourrées. Quand les poches sont bourrées, il va se construire quelque chose. Alors permettez-nous de leur dire, messieurs, madame, artistes, nous vous aimons. Nous ne voulons pas être là à faire des quêtes quand vous serez malade. Nous voulons que le gouvernement camerounais vous prenne en charge en vous construisant des salles de spectacle, en mettant tout en œuvre pour que vos CD soient achetés sur les plateformes ou même, je ne sais pas, chez le revendeur d'à côté, et que la piraterie soit, n'est-ce pas, combattue dans votre jargon. Vous verrez que l'histoire ou encore le geste que les Camerounais ont posé en Occident ou dans la diaspora, c'est plutôt un geste d'amour. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci DJ Tef. Voilà. J'ai envie de dire que bon, ce paternalisme de mauvaise aloi me gêne un peu. L'artiste ne va quand même pas être considéré comme celui-là qui n'a rien dans la tête en dehors de quelques mélodies qu'il peut composer. J'aimerais d'abord commencer par dire qu'une œuvre artistico-culturelle, pour être crédible, doit transcender le cadre spatio-temporel pour ceux ici au sommet de l'immortalité. Donc, se lever et dire que si on pouvait payer les artistes au Cameroun, ils n'auraient pas envie de pouvoir aller en Occident pour pouvoir prester. Non, ça, je pense que c'est tellement gros qu'il ne faut pas le laisser passer de cette façon. Je pense quelque part que ce que nous devons faire, à nous tous, c'est de faire un peu d'effort. De savoir chacun jouer son rôle à fond la caisse. Il y a beaucoup de choses positives dans ce que le compatriote DJ Tef a dit tout à l'heure. Ça, l'artiste a besoin de public.
Tout le monde a besoin de public, même les annonceurs, les sociétés, tout le monde a besoin de public, parce que c'est ce public qui permet de pouvoir vendre le produit que nous sommes. Maintenant, que l'artiste camerounais ne soit plus en train de faire rêver, c'est une réalité. Et je suis bien placé pour pouvoir le dire. Sauf que, s'il y a faute, elle incombe à l'artiste lui-même à 2% seulement, et à 98% aux autres. Parce que je vais encore vous dire une chose, ce n'est pas un acharnement contre le travail régalien que doit faire l'État, mais je pense que chacun devrait quand même faire son travail quelque part. Je pense qu'il est de bon ton de savoir que si nous avons des ambassadeurs, parce que qu'il s'agisse de ces footballeurs, qu'il s'agisse de ces artistes, j'ai commencé par dire que tous les citoyens sont importants dans une nation, chacun à son niveau. Mais ceux qui font flotter le drapeau du Cameroun très très haut, il faudrait quand même quelque part qu'on puisse avoir un peu de respect, un peu de considération pour leur personne. Tout se passe au Cameroun comme si, lorsque quelqu'un est en train de s'élever, on fait tout pour pouvoir le ramener plus bas que terre. Et lorsqu'il nous aura rejoint dans ce misérabilisme, qu'on se met tous à applaudir pour dire « il pensait hier qu'il est arrivé, aujourd'hui nous voici tous dans la galère ». Faisons un peu attention et sachant que si l'artiste a une part de responsabilité, ça il faut pas se leurrer, parce que l'artiste doit d'abord commencer par prendre conscience de ce qui n'est pas salarié. Oui. Le salaire a ceci de magique, que même s'il n'est pas grand, on peut au moins faire un programme en sachant qu'à telle période de chaque mois, je peux avoir tel montant. Et on peut planifier un certain nombre de choses là-dessus. Mais si vous pouvez avoir beaucoup d'argent en très peu de temps et rester très longtemps sans pouvoir en avoir, vous courez le risque d'utiliser tout ce que vous avez pu épargner et que le moment venu vous retrouvez un peu complètement... Si vous n'avez pas su le placer. Oui, même quand vous avez su le placer, parce qu'il faudrait quand même quelque part... Il vaut déjà mieux avoir essayé de le placer. Oui, j'aimerais... Ils sont combien à avoir essayé de le faire? Ça, c'est les grandes théories de l'école, c'est bien. Mais j'aimerais qu'on puisse... Mais ils sont dans la vie de tous les jours comme nous. Oui. Non, ne faites pas des demi-dieux, ils sont dans la vie de tous les jours comme nous. Ils sont obligés de tenir compte des réalités de la vie, de l'environnement comme nous. Pourquoi pouvez-vous recevoir 10 millions d'un coup et attendre les autres 10 millions? Dites-vous probablement que ces 10 millions-là ne viendront pas. De sitôt. Donc, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai là? Vous mettez à profit ce que vous avez reçu. Oui, lorsque vous avez donc fini de m'interrompre, je vais pouvoir continuer pour pouvoir dire exactement la chose suivante. Excusez-moi. C'est que, en fait, lorsque on a, et Serge Alain le disait tout à l'heure de manière très subtile, c'est-à-dire que pour que vous puissiez être en mesure de pouvoir pas mettre Pensy, Serge Pensy a pu le dire également, pour pouvoir épargner, il faut avoir de quoi épargner. Je prends un exemple tout banal. Aujourd'hui, j'ai 1000 francs. J'ai utilisé 600 francs, j'ai épargné 400 francs. Et que pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne parviens plus à avoir un autre 1000 francs. Je vais utiliser tout ce que j'ai épargné par le passé. Je pense que ce n'est pas pour dédouaner les uns et les autres, parce qu'à un moment, il faut être en mesure de diversifier ses sources de revenus pour pouvoir retenir quelque part. Mais c'est très important de faire une espèce de cours magistral pour dire que non, parce que le vocable école est beaucoup plus revenu, et moi ça me gêne un peu. Qu'il s'agisse de ces footballeurs, Tato Stéphane dont on parle là, c'est quand même quelqu'un qui a eu un baccalauréat. Quand même, je voudrais dire que parmi les artistes, on a des docteurs. Vous parlez des exceptions. Mais sauf qu'il faudrait cesser un peu de considérer les artistes comme étant de purs analphabètes qui ne peuvent rien faire d'autre que de lire le dos et le ré. C'est ça qui me gêne un peu. Si on revient sur ce que disait Jeff a dit tout à l'heure, il parlait d'un marché de consommation. Ouais. Parce que tu ne peux pas produire et vendre tes produits ailleurs. Ton premier marché de consommation doit être de vente, doit être chez toi. Comme au Nigeria, comme en Côte d'Ivoire, comme au Sénégal. Et comme ça a été au Cameroun aussi. Les artistes camerounais ne peuvent pas vendre au Cameroun. Ils vont vendre ailleurs. Ils vont vendre dans la diaspora. La diaspora doit être un bonus. Ça doit être le principal marché. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ils doivent être des artistes engagés. C'est ça qu'il veut dire. Oui. Qui peuvent dire non au gouvernement. Clairement. Qui peuvent dire non au RDPC. Parce que moi, j'aime appeler pas au gouvernement. Non au RDPC. On n'est pas d'accord avec votre politique. On veut ceci, on veut cela. C'est des artistes comme ça qu'on veut, qu'on recherche, pour qu'on avance, pour qu'on progresse. C'est de ça qu'il parle. Oui. Donc, quand tu dis tout à l'heure que tu peux avoir sur une période de 1000 francs et que tu épargnes 400 francs et après tu n'as rien,
c'est parce qu'il n'y a pas un environnement où tu peux te mouvoir sur une longue durée. Parce que s'il y avait des salles de spectacle au Cameroun, un peu partout, si on pouvait, les artistes pouvaient presser au Cameroun, si on pouvait combattre, pas pour la piraterie, je n'ai pas le mot, la contrefaçon au Cameroun, et que l'État mette la main, parce que l'État doit mettre la main, on ne peut pas laisser les gens dans tous les carrefours de Douala où je suis, vendre des CD et frélatés, moi j'appelle ça des CD frélatés, et au su de tout le monde, et on laisse passer. Et ils achètent eux-mêmes aussi. Voilà, donc les autorités sont au courant, ils savent que ça se passe comme ça. Il y a des gens qui se font plein de poches avec cette histoire de contrefaçon, et on laisse avancer. Donc il est question aujourd'hui d'avoir des artistes vraiment engagés, qui diront non à... permettez, à vous entendre, j'ai l'impression que plaît. L'engagement de l'artiste se résume à dire non à un parti politique. Mais attendez, et maintenant, qu'est-ce qu'on reçoit dans le message qu'il produit? À vous entendre, on a l'impression. Non, soyons sérieux. Vous comprenez très bien. Non, soyons sérieux. Vous vous comportez comme si... des militants du RDPC ne doit pas vous comportez comme si... Non, ne doit pas vous amener à vous opposer systématiquement. Ne m'entendez pas, s'il vous plaît, ne m'entendez pas, écoutez-moi. Écoutez ce que je dis. Ça peut vous plaire, mais c'est pour construire notre pays. Parce que, bon, ok. Vous parlez d'engagement artistique. Voilà. Oui. Et c'est pourquoi je vous pose la question de savoir est-ce que l'engagement artistique se résume avec votre permission, je vais être beaucoup plus précis. Qui, d'après vous, comme on voit les Ben Skinner, prendre 3 personnes, dont le policier lui-même dessus, qui devrait régler le problème de ces contrefaçons à tous les carrefours, si ça n'est l'État. En fait, ce qu'il veut leur dire, c'est que vous ne combattez pas dans votre propre environnement, vous ne combattez pas pour vos droits dans votre propre environnement. Alors, comme vous venez prendre ce bonus ici, alors nous allons vous dire à quelles conditions vous allez avoir ce bonus. Non, mais la perception n'est pas comme ça. Madame, je voudrais rebondir sur une chose. J'ai entendu parler de paternalisme tout à l'heure, mais je comprends parce qu'une partie de votre métier réside à travailler avec ces messieurs et dames. La qualité. Dites-moi, je vois quand ils se réunissent, pour la plupart, bon, je reconnais Toto Guillaume et les autres parce qu'ils sont plus ou moins de ma génération, mais sortis de petits pays dans cette génération et de 2 ou 3 autres, les autres produisent quoi? Parce qu'on parle de droits d'auteur. Mais vous ne pouvez pas ne jouer que dans les cabarets, ne jamais produire parce qu'il faut produire et vendre. L'œuvre, il faut... qualité de la production. Vous parlez d'artistes engagés. Alors, je dis donc que... La qualité du produit. Si vous permettez que je termine. Permettez à Charles d'aller jusqu'au bout de ça. Il faut déjà qu'il y ait une qualité proposée au public. Moi, aujourd'hui, Charles Njikam, bon, les artistes que j'aime, je les connais déjà. Donc, ils me dédicaceront leur... Mais ils sont peu nombreux, ils sont 4-5. C'est les mêmes icônes depuis 30 ans. Le seul qui s'en est sorti encore, ces petits pays qui, bon, aujourd'hui, c'est vrai, c'est du copier-coller, mais ça marche toujours. Ça va avec l'alcool. Mais je veux dire, quelle est la... Dites-moi, entre les chansons de Moni Billet que je continue d'entendre quand je voyage, et celles des Camille Briand de Toto Guillaume que je continue d'entendre, à part ceux qui sont déjà à l'étranger, les Richard Bonnet et autres, dites-moi lequel d'entre eux se vend. Les Nigériens ici achètent leur propre musique. Leurs artistes sont multimilliardaires. En Côte d'Ivoire, pareil. Au Sénégal, pareil. Il y a une question de qualité. Alors, je répète, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Commencez par proposer une œuvre de qualité, ensuite vous vous plaindrez de ce qu'on ne l'achète pas, et à ce moment-là, on verra avec les collègues de madame pour qu'ils fassent leur travail à eux aussi, qui leur appartient, le travail régalien de l'État, maître de l'ordre. Oui, et ça, permettez d'abord. Je voudrais soulever un élément parce que, à entendre le confrère parler, on a l'impression que... Serge Pensi, merci. Serge Pensi. On a l'impression que, en fait, il me fait croire que je refuse le rôle de l'État. Ça, tout le monde le sait. Je crois qu'en l'entame, on l'a souligné ici. L'État a sa part de responsabilité. Mais je vous assure, et j'insiste encore là-dessus, même les artistes, même les sportifs ont leur part de responsabilité. Donc, ne démontrez pas le caractère engagé d'un artiste par ce genre de comportement. Non. Au contraire, pour moi, l'artiste, c'est celui-là qui est neutre. Une fois que son travail est de bonne qualité, de bonne facture, alors la logique voudrait qu'il se produise où besoin se fait sentir. Parce que lorsqu'il va chanter pour le RDPC ou pour le SDF, si vous voulez, ça ne voudrait pas dire qu'il est du RDPC ou du SDF. Il va faire son show contre une récompense. Alors pourquoi l'en empêcher ?
sous prétexte qu'ils ne sont pas engagés. Non, il y a problème à ce niveau. C'est pourquoi la lutte contre la contrefaçon. Là maintenant, ça revient à l'État de redoubler des stratégies et des On moyens leur reproche donc justement ici de ne pas se battre eux-mêmes pour ça. Et il y a ça aussi. Parce qu'on a vu Papillon, je crois, à des moments, lui-même se lever et marcher et agir pour la question. Ah bon, je crois l'avoir vu. Laissez l'exemple de celui-là. De Coty, quelque part, je crois l'avoir vu 2 ou 3 fois dans les ruelles de Douala se battre sur la question. Maintenant, s'ils étaient rassemblés en groupe, je crois que l'action porterait beaucoup plus de fruits. Voilà, c'est un peu ça que DJ Tef dit qu'il manque d'engagement de la part des artistes camerounais sur le plan local pour l'amélioration de leurs conditions. Je n'ai pas envie de dire que nous faisons sur ce plateau un peu d'amalgame, c'est-à-dire que nous prenons beaucoup de sujets à la fois que nous mélangeons pour soutenir un seul argument, un certain argumentaire. Ça peut nous perdre. Parce que quand j'ai suivi tout à l'heure M. Djikam, tout à l'heure parler, il y a eu tellement de choses pertinentes dans ce qu'il a dit, mais il y a eu un mélange de beaucoup de choses à la fois. J'aimerais qu'on aille un peu point par point pour essayer. Parce que je vais rebondir sur ce qu'a dit Serge de Pincy pour dire que oui, si vous voulez même qu'on mette le doigt là où ça fait mal. On a commencé tout à l'heure, dans l'entame de notre propos, à parler de la responsabilité de la politique culturelle qu'il faut établir. Mais je voudrais rappeler aux uns et aux autres quand même qu'il y a cette politique du 80-20 au Cameroun. C'est-à-dire que nous sommes appelés à jouer dans nos différents médias 80% de la musique camerounaise et 20% de la musique entre guillemets étrangère. Mais si ce n'est pas l'inverse ce qui se fait, c'est-à-dire qu'on joue 90% de musique étrangère et 20% de musique, 10% de musique camerounaise aujourd'hui. Et la promotion a ceci de particulier que lorsque vous faites suivre la même chose à quelqu'un pendant longtemps, son subconscient finit par l'adopter et de s'adapter avec. Et finalement, on se retrouve plus tard qu'on est en train de célébrer la bêtise. Je voudrais retirer très rapidement ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on commence à dire que bon, on reconnaît Totoguem un certain nombre de personnes parce qu'ils sont les artistes de la génération de l'intervenant. Non, parce qu'ils étaient talentueux. Talentueux, monsieur. Talentueux. Vous n'avez pas l'habitude de couper violemment un certain nombre de personnes. C'est une contre-vérité. Je ne les lis pas, ma génération. Au contraire, je me plains de ce que depuis cela, il y en a eu très peu de talentueux. Même les droits d'auteur récompensent le talent. Je n'ai fait que vous citer. Non, mais vous m'avez mal cité. Donc, laissez-moi la paternité de mes propos. Citez-vous vous-même. Parce que vous m'avez mal cité. Oui, je vous cite justement parce que vous prenez là un certain nombre, vous développez là un certain nombre d'exemples qui traduisent la contre-vérité. Parce que quand vous commencez à dire, à l'exception de ceux de la nouvelle génération comme Petit Pays, après, vous terminez en disant qu'il peut faire de la musique de la bière. Ça peut passer avec la bière. C'est très insultant. Et ça, je n'admets pas. Et j'aimerais dire que Petit Pays sort son premier album en 1987. S'il faut compter des artistes de la nouvelle génération, on ne compte pas Claude Adolphe Moudi, alias Petit Pays, parce qu'il a 33 ans de carrière quand même. C'est déjà vieux. Ce que je voudrais dire ici, quelque part, c'est que il n'y a plus rien eu depuis par rapport à vous. Qu'est-ce que vous entendez par il n'y a plus rien eu depuis? Lequel est bankable en dehors du Cameroun? Rassurez-vous, je ne me laisserai pas distraire par M. Lequel est bankable? Monsieur Djikam, permettez... Monsieur Charles Djikam, je pense que son fort, c'est beaucoup plus se couper les gens et de les contredire. Pourtant, il peut avoir son temps de parole qui est distribué d'ailleurs très équitablement ici. On vous en remercie. J'aimerais dire que cette loi de 80-20 n'est déjà pas appliquée et ça fait problème quelque part. Une fois de plus, l'État définit une politique et ne la suit pas derrière. Une politique qui n'est pas suivie, on n'a pas besoin de mettre des lunettes de soleil pour dire clairement que ça ne va pas. Ce que je vais dire d'autre part également, c'est que généralement, la musique, c'est de l'inspiration. Ça vient du domaine de l'esprit. Il faut être dans de bonnes dispositions psychiques et même psychologiques pour composer une œuvre de qualité. Et je vais pouvoir vous dire une chose. Vous avez cité un certain nombre d'exemples. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Je vous dis qu'en Côte d'Ivoire, les artistes souffrent énormément. Ça, je vous dis en tant que quelqu'un qui s'est déplacé partout là-bas à ces endroits. Le phénomène au Cameroun a beaucoup plus d'ampleur qu'ailleurs. Mais ce phénomène de droit d'auteur, parce que rester, par exemple, analyser quelque chose qu'on ne comprend pas et pouvoir en parler en expert, ça me gêne un peu. On ne peut pas rester et dire, par exemple, que pour avoir les droits d'auteur, il faut avoir des œuvres de qualité. Je prends un exemple qui peut peut-être amuser tout le monde. La dernière répartition des droits d'auteur, Ekambi Briand a eu 20 000 francs. Et sa lettre a circulé dans tous les réseaux sociaux.
S'il y a quelqu'un qui a le plus grand répertoire au Cameroun, c'est Ekambi Briand. S'il y a quelqu'un qui a des œuvres de qualité au Cameroun, on parle d'Ekambi Briand. Quelqu'un qui est camerounais, qui a eu une maison de production aux États-Unis d'Amérique, Djengu Production, qui a produit, qui a eu des blancs, excusez-moi un peu du terme, dans son orchestre. Il y a Ekambi Briand. La dernière répartition, il a eu 20 000 francs. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire tout simplement que l'argent des artistes est complètement spolié. Et j'aimerais, avant que je ne puisse terminer, parce que M. Fossin Dikam s'impatiente encore, Charles Dikam, excusez-moi, s'impatiente encore, j'aimerais dire quelque part que soyons réalistes. Partout où circule beaucoup d'argent, des charognards sortent de partout pour foutre du bordel, excusez-moi un peu de l'expression. Et c'est de ça qu'il s'agit, effectivement. Qu'il s'agisse du football, qu'il s'agisse de la musique, parce que beaucoup d'argent circule. Les gens se mettent ensemble et font tout et tout pour qu'il y ait mésentente, parce que dans la division, on peut mieux régner. Voilà. C'est ça qui conduit au dénuement, parce que l'État ne fait pas ce qu'il a à faire. C'est ça. Je remarque que nous sommes tous d'accord sur une chose, la défaillance de l'État. Oui. Alors, monsieur a dit tout à l'heure... C'est ça qui fait que les artistes... Enfin, ça n'est pas que ça. Moi, je continue de parler de qualité. Ekambi Briand dont il parlait, la dernière production d'Ekambi Briand date de quand? La dernière production d'Ekambi Briand. Maintenant, aujourd'hui, le public a en moyenne quel âge? Connaissent-ils Ekambi Briand pour consommer Ekambi Briand et qu'il ait des droits d'auteur, donc à percevoir? Bien entendu. Cette génération. Alors là, vous n'avez rien compris. Justement. Dites-moi, la moyenne d'âge au Cameroun, ils sont quel âge? Moins de 30 ans. Ben c'est vrai, je ne vais pas me susciter à ça surtout. J'aurais pu vous poser la question. Vous pensez qu'on gagne des droits d'auteur sur une œuvre pendant combien d'années, selon vous? Dans un pays organisé. Pendant combien d'années? Dans un pays organisé. Jusqu'à la fin de ses jours. Au moins que vous savez de quoi vous parlez. Je dis jusqu'à la fin de ses jours et même au-delà de sa vie. La fin de ses jours, ça ne veut rien dire. Parce je dis même au-delà de sa vie. Les enfants de Johnny Hallyday continuent de percevoir, il est mort. Donc je vous ai répondu. Johnny Hallyday même, c'est hier. Non, j'ai oublié d'être idiot. Donc je vous dis, je sais que les droits se perçoivent ad vitam aeternam tant que l'œuvre vit. D'accord? Maintenant, il y a des œuvres intemporelles. On les connaît. On sait tous ce que ça veut dire. Je veux dire par là, aujourd'hui, ceux qui achètent cette classe moyenne de jeunes de 25-30 ans, jeunes cadres, pour la plupart, ils ne connaissent pas Ekambi Briand. Ils le connaissent de nom. Ils n'écouteront pas Ekambi Briand. Bon sang, nous sortons tous de temps en temps. Nous savons quel type de musique nous entendons. Quand elle est camerounaise, c'est pas celle d'Ekambi Briand. Il faut que j'aille le dimanche soir dans un endroit de la place où je me retrouve avec des gens de 40 ans et plus pour écouter la musique de cette époque-là. Je parlais tout à l'heure de qualité. Nous sommes déjà d'accord sur une chose, l'État a failli. Vous parlez de la répartition des 80-20. À qui faut-il imputer le fait qu'elle ne soit pas comme vous? Je vous en prie. Comme quoi ça peut arriver. Oui, justement. Donc, parce que vous l'avez fait 4 fois, on peut aussi le faire une fois. Non, comptez même jusqu'à 3. Vous dites quelque part que s'il n'y a pas des œuvres de qualité, à bien vous entendre, ça veut dire que c'est les œuvres qui sont en train de se jouer en ce moment et qu'on peut suivre partout, qui sont des œuvres qui sont écoutées et qui sont des œuvres de qualité. Je voudrais dire que non. Parce que ce qu'on devrait savoir ici, une œuvre qui arrive et qui tourne en boucle dans un bar quelque part derrière ma maison, ce n'est pas ça qu'on appelle une œuvre qui sort. Parce que tout à l'heure, vous avez dit il faut commencer d'abord par vendre dans son terroir. L'artiste n'a pas de frontières pour pouvoir vendre son œuvre. Tout comme un sportif de haut niveau. Lorsque son talent est arrivé au paroxysme, il peut se vendre n'importe où. Dites-moi combien d'artistes camerounais habitant ici, vivant ici, se sont vendus comme vous dites là. Petit pays que vous avez dénigré tout à l'heure, qui fait la musique de la bière. Non, combien? Vous parlez de l'exception de l'arbre qui cache la forêt. Non, ne parlez pas de l'arbre qui cache la forêt. Vous allez ici vous demander, l'essentiel de petit pays, il vit bien, il a une propriété ici, pas loin, il en a une autre là où il vit sur plusieurs hectares. Lui, s'en est sorti. Mais on parle donc de l'immense majorité des autres, qui, pour la plupart même de ceux que nous voyons quand ils font leurs réunions, 3-4 réunions au même endroit ou à des endroits différents, leur visage ne me dit rien. Leurs œuvres, encore moins. Mais simplement parce qu'ils savent tenir une guitare qu'ils ont prestée quelque part, ils attendent des droits d'auteur. Auteur, il faut déjà que tous comprennent ce que veut dire le mot auteur. Il faut avoir créé. Et au-delà du fait qu'on ait créé, il faut avoir vendu. Je pose juste la question, pourquoi le Makossa, pour ne donner que cet exemple, et le Bikutsi également, ont rien en maître en Afrique? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous passons très largement en 3e, 4e, 5e, 6e position? Le piratage des œuvres de l'esprit, on ne veut pas combattre. Encore le RDPC. C'est ça, c'est facile à dire. Ben voilà.
Mais voilà, vous remettez en cause l'organisation personnelle. Là encore, c'est l'État. Oui, ça se passe rapidement. Vous vouliez réagir sur... Non, mais Changi Kamaye a dit ce que je... Ah bon? Je voulais dire. Ils sont voisins, ils se communiquent. Il faut être d'accord sur un point. Oui. Hein? On parle des œuvres de qualité et tout. Je crois qu'il y avait un organisme de censure au Cameroun, je ne sais pas s'il existe encore. Donc quand on parle des œuvres de qualité, l'État doit créer ce carnaval, doit insister là-dessus. Il y a des moments où on a censuré certains artistes ici, là. Mais ça existe toujours. Oui, mais vous savez maintenant, Mais ça n'exclut pas la naissance des artistes de sous-quartier, comme il le disait tout à l'heure. Et que vous aimez souvent. Qu'est-ce qu'on nous produit maintenant? C'est ce que vous aimez, les artistes de sous-quartier. Oui, mais qu'est-ce que nous aimons? Pourquoi on ne censure pas? Pourquoi on continue par les l'artiste de sous-quartier, il n'est pas connu de tous. Juste derrière votre maison et tout de suite vous la jouez. Monsieur, il y a même un organe pour la presse, mais vous connaissez une télévision là. Jusqu'aujourd'hui, on fait quoi? Bon, disons que ça existe sur le papier. Non, c'est le système. Merci. Ils vivent dans le Cameroun. Merci Charles. On revient après le 20h pour évoquer le côté sportif, hein, on est resté sur la musique. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons d'une église de Reveil qui a été fermée à Yaoundé. Vous allez le voir dans les images, les fidèles ont protesté plusieurs fois et pour cause, ce pasteur est accusé d'avoir endoctriné les enfants au point que ceux-ci ont violé les mesures barrières durant l'examen du BEPC. Là-bas, on fait savoir que le port du masque, c'est s'assimiler au diable, un véritable scandale en plein cœur de la cité capitale. Enquête d'Equinox à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir du visage de Getchewe, quelques jours après ce drame, cette attaque terroriste et attentat suicide qui ont fait près de 19 morts. Les populations peinent à se relever après cette tragédie. Le gouverneur s'y est rendu et elles ont posé leurs doléances concernant le dispositif sécuritaire et l'absence d'énergie électrique. On en parlera dans quelques instants. Alors, nous évoquerons également dans le journal de 20h d'une scène ahurissante survenue dans la région du Sud, là où un chef traditionnel a défié l'autorité administrative en lui faisant savoir qu'ils sont des collaborateurs et non un auxiliaire d'administration qui est assujetti à l'autorité administrative locale. Quelle est la pomme de discorde et ce bras de fer qui se multiplie entre autorités traditionnelles et autorités administratives? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie. Equinox Soir, on se retrouve après le journal de Cédric pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Et ce sera toujours en compagnie de nos invités en plateau à Douala ainsi qu'à Montréal, au Canada. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous serons toujours en compagnie de DJ Tef depuis Montréal au Canada, Dr Simon en plateau ici, Émile Milanguet et à ma gauche Serge Pensy et Charles Ndikam. On va commencer par Campo, voilà. Serge Pensy, des images... Qu'est-ce qui vous impressionne déjà, vous, dans ces images? Le sous-préfet, le match, on va le dire comme ça, oui, le match entre le sous-préfet et le chef de village. Oui, le courage du sous-préfet, parce qu'il faut avoir de l'audace quand même pour... Le courage du sous-préfet ou bien du chef de village? Du chef du village, merci beaucoup. Oui. Il faut avoir de l'audace aujourd'hui pour aller se poser à l'autorité. De manière frontale, hein? Oui, de manière frontale, mais on peut le comprendre, on devrait même le comprendre. On doit le comprendre. Oui. Parce que qu'est-ce qu'il réclame? Il réclame une partie de la redevance forestière. Et la loi camerounaise est claire là-dessus. Quand on prend que ce soit une forêt communautaire ou une exploitation de une UFA, exploitation de forêt agréée sur 40 ans, il y a un cahier de charges qu'on donne à l'exploitant. Il y a là-dedans, il y a la construction des écoles, il y a la construction des centres de santé, il y a la création des routes forestières. En plus de ça, il y a une partie financière qui revient à la communauté. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire? C'est pas comme ça, mais vous savez quand... C'est l'exaspération du chef de village? C'est la défiance. Oui. Ils n'ont plus confiance. Parce qu'on va leur dire, attendez, ça va arriver.
Attendez, Yaoundé n'a pas encore décidé. Attendez, l'argent n'est pas encore venu de Yaoundé. C'est vraiment le discours qu'on tient. Parce que moi, j'ai connu ça à Tinto et à Ngouti. En 2008, je faisais un projet là-bas dans le sud-ouest. Et les maires des communes là étaient très, très rudes. Ils bloquaient les routes à tout moment. Et les Hollandais qui exploitaient les forêts là-bas, vous ne voulez pas avoir de problème. Et il fallait voir les mairies. Les mairies avaient beaucoup d'argent parce que les Hollandais ne voulaient pas être interrompus dans leur exploitation. Non, on doit être sérieux aujourd'hui. Je crois que la décentralisation qui arrive, j'espère qu'elle va vraiment arriver, va beaucoup aider pour que ce genre de problème n'apparaisse pas. Charles Dicam, vous avez choisi également de réagir sur la défiance du côté de Campo. Oui, mais je pense qu'avant qu'il n'en arrive à la défiance, il a dû faire confiance à ces autorités-là, il a dû attendre. Donc c'est l'exaspération ? L'exaspération, là, d'attendre, il a décidé en quelque sorte, de se faire justice à lui-même. Et c'est encore le forestier probablement qui va être pris entre deux feux, parce qu'il aura probablement déjà donné de l'argent à droite, mais que pour qu'il puisse exploiter, il faudra qu'il en donne à gauche. En fait, on assiste à quoi? On assiste, et mon prédécesseur parlait de décentralisation, à la résistance des fonctionnaires. À la résistance des fonctionnaires, parce que leur enlever tous les pouvoirs qu'on va leur enlever, ils vont devoir véritablement vivre de leur salaire et ils n'y sont pas prêts. C'est pour ça que cette décentralisation, tant qu'elle ne se matérialisera pas sur le terrain, que ce soit là, à Djombe, Penja ou ailleurs, pour moi, ça reste que des textes. Parce qu'il faut le dire, des textes organisant les différents aspects de notre société, il y en a, et des bons, mais leur mise en pratique. Et je ne peux pas chuter sans dire que du lundi au vendredi, regardez votre journal, des actes comme celui-là et d'autres se multiplient. Qu'est-ce qui fait que l'État n'est plus respecté? Il faut qu'ils se demandent eux-mêmes s'ils ont le comportement et l'attitude qu'il faut pour qu'on les respecte. Et ça va aller, malheureusement, de mal en pire. Ok. On en vient maintenant à Yaoundé. Vous avez choisi de parler de Yaoundé. Vous, Docteur Simon, oui, voilà aussi Siméon. Nous sommes dans le 3e arrondissement de Yaoundé. La religion. Oui. Église de réveil, dit-on. Oui, église de réveil. C'est dommage. Vous voyez des enfants qui ont perdu une année, parce que là, il y en a qui ont perdu une année pour des raisons de respect. Que le port du masque est un acte diabolique. D'après le prophète du tabernacle, l'église tabernacle de la liberté, de la liberté, je crois. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette situation démontre très clairement que les églises dites conventionnelles ont échoué quelque part. Oui. Voilà comment il faut voir cette situation. Nos églises conventionnelles, c'est-à-dire le catholicisme, le protestantisme. Qu'est-ce que l'église catholique a à voir dans le... Oui, ce sont des églises dites conventionnelles. Oui, qu'est-ce que ça a à voir dans ce qui s'est passé en Siméon? C'est parce qu'elles ont échoué qu'aujourd'hui on assiste à cette recrudescence d'églises dites de réveil. Oui. C'est-à-dire les fidèles ne se retrouvent plus dans des églises. Parce que vous allez vous rendre compte que les dimanches, ou alors toute la semaine, ces églises dites de réveil sont remplies tous les jours. Mais le dimanche, parce que les conventionnels ne s'ouvrent que le dimanche, vous iriez dans un culte EEC ou alors dans une chapelle, une église catholique, je vous assure, elle sera totalement vide. Donc, cela même a permis, parce que vous avez entendu, je crois, le pape à un moment dit qu'il est temps de repenser la Bible, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte, qu'il y a l'évolution de la société n'a pas été prise en compte par les églises dites conventionnelles. C'est pourquoi aujourd'hui on assiste à ce genre de lavage de cerveau, moi je vais appeler ça comme ça. Vous vous souvenez par exemple la jeune femme qui avait laissé le corps de sa mère pendant une semaine dans l'optique qu'elle va ressusciter. Ceci parole de son pasteur ou de son père spiritueux. Donc je crois que c'est très dangereux, c'est très dommage. Là c'est la société qui perd ses repères, c'est l'église conventionnelle qui va devoir retrouver des stratégies nouvelles pour attirer des fidèles. C'est vraiment dommage. Voilà, Émile Bilanguer, vous aussi c'est faillite. Oui, je commencerai d'abord par dire que le diable et Satan sont le fond de commerce des églises. Chaque église utilise le diable et Satan
à son bon vouloir pour pouvoir arnaquer les populations. Parce que si vous regardez de près, église vient du latin iglesia qui veut dire assemblée. Est-ce que c'est parce qu'on est une assemblée qu'on parle nécessairement de Dieu? Parce que ce Dieu, essayons un peu de le définir lui-même. C'est un sigle D-I-E-U, donné immatériel à essence universelle. Donc quand on considère Dieu comme étant une essence, ça veut dire que c'est les efforts personnels que tout un chacun fait pour pouvoir faire élever son esprit qui lui permet de pouvoir s'approcher du Créateur. Dès qu'on a fini de le dire, on doit tout de suite se rendre compte que ce qui s'est passé là est quelque chose de complètement abominable. Je pense que la gestion d'une nation doit se faire avec le bâton et la carotte. Et en ce moment-ci, le bâton doit sévir. Parce que ce monsieur, ce gourou que vous appelez pasteur dans cette église, qui fait mal à nos enfants. Prophète. Oui. Qui, les parents payent les pensions pour la scolarité pour leurs enfants tout au long de l'année. Et nous sommes sur un plateau sérieux, j'ai failli dire un idiot, s'assoit et décide carrément de faire perdre toute une année aux enfants, oui, au nom d'une espèce de masturbation spirituelle. Je suis vraiment très remonté contre ce genre de pratique. Je pense quelque part que l'État ne peut pas continuer de permettre que les individus puissent se défier son autorité jusqu'à ce point-ci. Okay. Lui-même a certainement permis à travers un comportement permissif, oui, qu'on puisse le traiter n'importe comment, mais quand ça arrive à des proportions débordantes, il faut quand même quelque part qu'on puisse s'asseoir et de dire c'est fini. Stop. La récréation. Voilà, on va prendre la direction de Montréal. Didier Teff, Chaleur, vous êtes là, vous avez suivi ces deux. À ma gauche, ils ont choisi de parler de Campo, où le chef de village à Cac a affronté le sous-préfet là-bas. On a vu les images. Et de l'autre côté, il y a les fidèles de l'église, le tabernacle de la liberté. Voilà. Hein? Le prophète dit que le port du masque est un acte diabolique. Vous réagissez sur quoi, Didier Teff? Pardonnez mon sourire. Ben écoutez, commençons par le chef. Il faut dire, qu'on le veuille ou pas, les choses se relèvent au pays. Avant, un sous-préfet qui arrivait dans un village, les gens se seraient couchés parce que le sous-préfet est là. Je ne dis pas qu'un chef de village se doit de tutoyer, n'est-ce pas, le sous-préfet qui pour moi est au-dessus de lui. Mais je dis qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir une discussion afin de voir comment vont les choses dans un arrondissement, dans un village, dans un département. C'est une évolution. À l'époque, chez nous, j'étais tout petit, quand on disait que le sous-préfet arrivait au village, on se lavait même, on nettoyait les routes parce qu'il arrive aujourd'hui. C'est plus ça. Donc pour moi, je prends ça en signe d'évolution, où un chef est capable de dire au sous-préfet, écoutez, on est fait pour travailler ensemble. Donc de ce côté, voilà ce que je peux donner comme réponse. Et du côté de l'église, comment vous l'avez appelé, le prophète. Oui, le prophète. Je dirais à ce prophète que il y a un évêque au pays qui a la potion magique, permettez l'expression magique, la potion magique du Covid. Il ferait encore mieux s'il ne veut pas mettre, comment vous appelez ça, le masque, le cache-nez, ou le masque, oui, dans le bon jargon, le masque. Il ferait affaire avec lui et comme ça, au moins, chacun prendra un verre à l'entrée ou un verre à la sortie pour au moins s'assurer que quand les gens partent de là, ils partent avec quelque chose qui puisse prévenir le mal, parce que n'oubliez pas, nous avons une façon de s'en sortir là-dessus, parce que si on s'en va dans une église, appelons ça église, dire aux gens sortez, il faudra aussi les sortir dans les bars ou dans les boîtes de nuit plus tard. Mais je dis que quand quelqu'un a sa croyance, nous ne pouvons pas combattre sa croyance, nous pouvons quand même mettre des éléments en place qui puissent faire en sorte qu'on s'en sorte. Ce n'est pas parce qu'on a mis un masque qu'on n'est pas contaminé ou quoi que ce soit, mais qu'il fasse affaire avec le révérend Monseigneur Cléda. Oui, pour qu'il puisse lui donner la position, comme ça quand il vient, il boit, ils repartent ensemble. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ok, merci. Voilà, Serge Pincy, on en vient donc, on va attaquer un peu avec les sportifs. Albert Roger Mila dit ceci: nous voulons que ça s'arrête parce que la manière par laquelle ils ont utilisé Tato, ce n'est pas bien, nous voulons que ça s'arrête. Ils ont utilisé Tato, il c'est qui? Bon, mais c'est Roger Mila qui dit, c'est lui qui sait comment ils ont...
c'est lui qui sait sur quoi il se base. Vous ne savez pas de qui il parle? Non, je ne peux pas parler, je ne suis pas le porte-parole de Roger Mila. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a peut-être raison de dire qu'ils ont utilisé Tato pour des luttes à la FECAFOOT et tout. Peut-être c'est ça qu'il parle. Mais bon, moi, je ne regarderai pas cette chose comme ça. Vous savez, il y a eu des réflexions dans le domaine du sport, même dans le domaine du football en particulier, pour préparer l'après-carrière. Oui. Mais écoutez, aujourd'hui, les footballeurs peuvent se reconvertir en entraîneur, ils peuvent se reconvertir en consultant, en journaliste, en homme d'affaires, agent de joueur. Oui, agent de joueur, en homme d'affaires et tout. Il y a la possibilité. Et en dehors de ça, on a, et à travers le syndicat national des footballeurs, il y a la possibilité aujourd'hui de se couvrir même pour l'après-carrière. Oui. Parce qu'il y a des assurances qu'on peut souscrire pour garantir une vie acceptable après-carrière. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le footballeur a quand même une carrière de, disons, en moyenne 10 ans. 10 ans, donc même si on s'en tient aujourd'hui à ce que la CNPS propose, ce que la CN propose n'est pas assez adéquat pour un footballeur. Donc la réflexion est là, même au niveau de la CNPS, de chercher aujourd'hui à proposer un produit qui sera adapté pour les sportifs et même pour les footballeurs. Donc le chantier est vaste et rien n'est fait jusqu'à présent. Il faut essayer de faire quelque chose pour qu'on n'ait plus des cas comme ça. Voilà, Émile Milanguin, ce qu'on constate chez les artistes revient chez les anciens. Le cas des anciennes gloires. Hein. Oui, les anciennes gloires. Non, aussi l'ingratitude du gouvernement, de l'État. Je pense quelque part qu'il faudrait un peu les catégoriser. Oui. Il y a eu des anciennes gloires qui ont évolué dans le milieu du football pendant que le football se jouait juste par amour, où il n'y avait absolument rien du tout. Voilà. Et on peut comprendre aujourd'hui... vous parlez de l'époque de Doumbelea, c'est ça? Oui, oui. Jean-Manga Nguéné. Oui, c'est-à-dire on a présenté la fois dernière un certain Djéa. Oui, Djéa Brice. Qui traînait une maladie. Et un autre. Oui, justement. Non, c'est que tout le monde a très bien connu parce qu'il a rendu de beaux services. Sans être aussi introduit dans le milieu du sport que Serge Pensy, je pense quand même qu'à cette époque-là, le football ne payait pas beaucoup. Il y a une des anciennes gloires, une fois, qui disait que lorsqu'il gagnait un match à une certaine époque, là, on leur donnait 25 000. Un journaliste s'est amusé à lui dire que mes 25 000 à cette époque, ça fait beaucoup d'argent. Avec le sourire, il lui a répondu en lui disant 25 000, c'est 25 000. Je le dis tout simplement pour dire qu'il faut peut-être les catégoriser. Les gens qui ont joué à une époque assez lointaine là, où le football se jouait par plaisir, on voulait défendre la nation tout simplement. Ce n'est pas pour dire que cette nouvelle catégorie de joueurs ne défend pas la nation. Mais cette fois-ci, le football est devenu une entreprise. C'est vrai que nous parlons de sport, mais je préfère parler du football. Est devenu toute une entreprise. Aujourd'hui, on peut gagner des sommes vraiment faramineuses au niveau du football. Pas au Cameroun. Hein. Oui, c'est-à-dire que... Mais il y a une époque de Olympique de Volley. Oui, disons que... oui, Olympique de Volley, à un moment, a eu des salaires qui ne vont pas tutoyer les salaires professionnels en Europe, mais qui sortaient quand même de l'ordinaire par rapport à ce qui se fait au Cameroun. Je ne veux pas te couper, mais il y a eu avant... que le football ne connaisse la décrépitude actuelle, il y a eu avant une forme de semi-professionnel au Cameroun, une forme de corpo, là où les joueurs qui évoluaient dans les clubs pouvaient travailler en entreprise. Moi, j'ai mon propre oncle, François Bekombo, qui était international camerounais, qui a travaillé à la BIAO à l'époque, qui est retraité de la BIAO. Donc, si c'était que le football, c'est qu'il est perdu aujourd'hui. Malheureusement, bon, il a des enfants qui ont quand même essayé, qui ont fait quelque chose, donc on peut le soutenir. Mais ce qui oui, avec Jacques Yoko. Oui, mais s'il n'y avait pas ça, il serait où aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, actuellement au Cameroun, tu ne peux pas faire une carrière de footballeur et espérer mener une vie, t'asseoir et dire que bon, après ma carrière, je peux m'asseoir. Non, tu dois continuer à faire quelque chose parce que le footballeur aujourd'hui n'a aucun statut. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait un peu catégoriser. Et j'avais juste commencé par ceux qui ont joué à une époque très très lointaine et qui n'ont véritablement pas gagné de l'argent dans le milieu du football.
et une autre catégorie de gens qui ont pu gagner de l'argent dans le football mais qui n'ont pas fait long feu, soit à cause des blessures, soit à cause de la méforme qui les a rattrapés un peu plus rapidement, soit à cause d'une mauvaise négociation de contrat. C'est pour cela que des agents de joueurs, c'est assez important. Même si certains arnaquent les joueurs, je ne suivez pas mon regard. Ce que je veux dire en réalité, c'est que en fait, les joueurs aujourd'hui sont un peu plus accompagnés. Et on leur permet de pouvoir signer un certain nombre de contrats dans des clubs qui se comportent comme de véritables entreprises. Et pendant qu'ils gagnent de l'argent là-bas, il est important pour eux de réfléchir très rapidement et de se dire que je ne pourrais pas gagner autant d'argent pendant longtemps. Okay. Parce que à la différence des artistes musiciens, ils ont quand même la chance qu'une participation à une Coupe du Monde, c'est pas tout le monde qui a la chance de participer à une Coupe du Monde. Serge Pensy nous a donné les chiffres tout à l'heure là, ça fait un peu froid au dos pour nous autres qui ne sont pas très riches. On se dit quand même qu'avec une telle somme, on peut quand même s'organiser. Mais quand on regarde quand même un certain nombre de joueurs qui sont passés par là et qui ont fini très très mal, et certains qui ont, dont la rumeur a circulé à un certain moment, qui ont été même surpris dans des opérations de braquage avant de pouvoir décéder très récemment ici. Je ne voudrais pas citer parce qu'il faut respecter la mémoire des disparus. C'est pour dire que vraiment l'organisation, la responsabilité, savoir que nous sommes dans un milieu où beaucoup d'argent coule, mais cet argent ne coulera pas pendant très longtemps. S'organiser très très rapidement. Et ça me permet un peu de citer ici un joueur qui ne peut pas dire grand-chose à beaucoup ici parmi nous, sauf Serge, ici qui est ancré dans le domaine. Un certain Angibo Guidiol. Je pense qu'il doit avoir deux sélections à l'équipe nationale. Oui, Angibo. Son petit nom au lycée. Je veux dire que dans des compétitions que nous avons connues, oui, c'est-à-dire que une canne, il y a pas. Je l'ai retrouvé plus tard, très grand entrepreneur qui a une usine qui fait dans la transformation du bois. Ça fait très longtemps aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. Non, au lycée Leclerc, on l'appelait Vava. On l'appelait Vava au lycée Leclerc. Ah, ok, d'accord. Donc je dis que des exemples comme cela devraient quand même inspirer les uns et les autres. Parce que faire quand même une expédition d'un mois, lorsqu'on a longtemps duré dans la compétition, et de rentrer quand même avec 80 millions, surtout quand on arrivait jusqu'en quart de finale. Là, quand même, il faut se poser la question. Même si cet argent finirait, il ne devrait pas finir de façon à ce qu'on puisse toucher le fond du trou, quand même. Mais ce que son Excellence Abbé Roger Mila dit, ils ont utilisé Tato, ce n'est pas normal, ça doit s'arrêter. Il sait certainement de quoi il parle. C'est un professionnel de haut rang dans le football. Il est ambassadeur itinérant, il sait certainement ce qu'il dit. Mais les joueurs doivent cesser également de jouer aux marionnettes. Voilà. C'est-à-dire que les monter contre les autres pour une période, pendant que des véritables acteurs tirent des prébendes derrière. Ce n'est pas bon. Voilà, docteur Simon, pour vous, vous voyez que ça renvoie encore à cette organisation personnelle sans et l'État aussi remettre en cause. Oui. Là, j'insiste, c'est ce que nous disons tous ensemble ici, je crois, depuis, sans toutefois remettre en cause l'organisation ou alors la part de responsabilité de l'État, qui devrait penser à développer plus de stratégies pour asseoir une certaine confiance au niveau de cette activité. Mais vous voyez toujours à chaque fois, ce qui est important de décrire ici, c'est cette organisation personnelle. On parle des sportifs maintenant, c'est une activité extrêmement périodique. C'est-à-dire, elle peut être glorieuse, mais une gloire très éphémère, vraiment même pas extrêmement éphémère. Ça veut dire qu'une fois que vous aviez gagné de l'argent, une fois que vous êtes dans une période d'apogée, il va falloir penser très rapidement à cet investissement, à l'utilisation, à l'exploitation de cet argent pour des jours, pour des lendemains. Parce que l'activité se fait dans une période extrêmement courte. Mais malheureusement, disons-nous la vérité, généralement nos artistes ou nos sportifs n'y pensent pas. Ça, il faut le dire. Et c'est encore même plus grave avec le sport. Parce que là, c'est encore très délicat. Vous allez voir avec la musique, même à 50, 60, 70 ans, du moment où il n'y a encore un peu... Il n'y a pas de regret, voilà. Là, encore, il y a la chance. Mais avec le sport, c'est même encore très grave. Parce que un petit bobo et puis tout s'arrête. Ça veut dire que c'est une activité où l'intéressé devrait être doublement plus vigilant et plus averti. Mais malheureusement, nous le savons, on a des acteurs qui sont un peu... Et penser à se reconvertir comme ça, voilà, très rapidement. Justement, voilà ce que j'allais justement poser comme question à Charles. On voit
il y a beaucoup d'anciens footballeurs qui sont des consultants des hommes d'affaires, les chaînes de télévision, les entraîneurs. Sous d'autres cieux. Oui. Pas trop ici. Oui. Mais il faut déjà que le tissu économique local permette notamment, ne serait-ce qu'une semi-professionnalisation. Quand vous voyez là, aujourd'hui, ça c'est en grosse partie dû au Covid, le nombre de licenciements qu'il y a eu ces derniers mois et de structures qui vont fermer, je veux dire, il faut déjà que le jeune qui est doué pour le football, qu'on le contraigne d'une manière ou d'une autre à atteindre un certain niveau scolaire qui lui permettra éventuellement d'avoir un background qui lui permette de trouver un métier. On parlait tout à l'heure de François Bekombo, que j'ai eu le plaisir de voir, dont la carrière s'est arrêtée à l'inauguration du stade Omnisport ici. C'était Cameroun Botafogo. Depuis sa blessure contre Jairzinho, tout s'est arrêté. Mais s'il ne travaillait pas, s'il n'était pas employé de banque, qu'en serait-il? Parce que c'est bien plus tard que Jacques devient professionnel en volleyball. Sinon, il faisait comment? Donc, comme on ne peut pas parier sur l'avenir, il faut le prévoir. Tout simplement, il faut le prévoir. Oui, et penser aux activités parallèles. Et je persiste, il y a des joueurs qui ont été professionnels qui, en ce temps-là, ont gagné des montants qui étaient déjà importants pour cette époque-là, qui pour autant n'ont rien fait. Parce que il ne faut pas déplacer non plus le problème. Se dire, l'autre gagnait 10 millions il y a 30 ans, mais aujourd'hui, celui-là en gagne 150. Mais le coût de la vie il y a 30 ans aujourd'hui, ce qu'on faisait avec 10 millions avant, c'est peut-être équivalent ou quasiment à ce qu'on fait avec 150 aujourd'hui. Non, Émile Milonguet dit que l'ambassadeur 50 millions l'ambassadeur est itinérant. La période est importante. Exactement. Alors, pour faire référence à l'ambassadeur itinérant que j'ai l'honneur de considérer comme un aîné qui m'a reçu à Bastia pendant qu'il était encore en activité, il a bien gagné sa vie. Très bien gagné sa vie. Pour cette époque-là. Et pouvait déjà réaliser. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je dis à cette époque-là, pour cette époque-là, avec Arantes qui joue avec lui, qui l'a fait venir à Bastia avec lui, pour cette époque-là, ils gagnaient bien leur vie. Maintenant, si vous avez choisi de vous habiller en complet cuir de chez Chanel jusqu'aux enfants et de bois, effectivement, il ne restera pas grand-chose. Merci Charles Dicam d'être venu. Merci Serge Pincy. Merci Serge, merci à tout le monde. Voilà, merci à vous, Dr Simon. Merci. Merci Émile Milonguet. Merci Serge Alain. Voilà, merci également à Didier Teff depuis Montréal, au Canada. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain, 19h. Bonsoir, Balembo.